pour commencer, je vais laisser la parole à Jean Le Bihan pour cette première partie qui va donc nous redonner quelques dates. Je vais être très bref aussi. Donc, je rappelle, et vous le savez mieux que moi, donc, que la guerre est déclarée le 3 septembre 1939. S'ensuit ce qu'on a appelé donc, une période de la drôle de guerre, qui se termine brutalement le 10 mai 1940. C'est la Blitzkrieg qui donc prend ses droits et qui va très vite, puisque le 14 juin, les Allemands sont à Paris, et le 21 juin, ils sont à Lorient et à Kévin. Alors, à partir de là, donc, on peut commencer. Voilà. Je crois que les enfants voulaient savoir si, dans la salle, donc, il y a des gens qui ont vu arriver les Allemands, et est-ce qu'ils pourraient nous raconter l'arrivée des Allemands à Kévin? Non, je ne suis pas de Kévin, moi je suis d'Ennebon, mais j'avais de la famille à Kévin, donc mon oncle Keruel Le Charles. Et quand les Allemands sont arrivés, naturellement, on était un peu impressionnés par leur tenue, le matériel qu'ils avaient. Vous aviez quel âge, vous? Ah ben, ce temps-là, j'avais 14 ans. Je suis la classe 24, là. Alors, naturellement, quand on les voyait avec leurs motos, leurs sidecars, on était impressionnés. Justement, nous étions relativement jeunes, mais à côté de l'armée française, c'était autre chose. Hein. Et ensuite, il y a eu les chars, les chenilles et tout ça. On était éberlués par ces gens-là. Et ils se sont installés comment ça s'est passé? Une bombe, il faisait que passer, mais enfin par la suite, naturellement, ils se sont installés aussi dans toutes les écoles. Hein. Toutes les écoles étaient occupées par eux. Oui, je me souviens qu'on ne pouvait plus aller à l'école, mais qu'on avait été déplacé dans une maison, et tout à l'heure j'en parlais avec Joe Leporte, et il connaît très bien cette maison, il y a vécu, et on y allait, on n'était pas à plein temps, on avait des demi-journées, et un souvenir que j'ai, c'est les petits gâteaux, on nous donnait un petit gâteau de temps en temps pour nous récompenser. Vitaminé, on avait le droit à temps, un ou deux suivant, et c'était sérieusement contrôlé. Hein. Je vais vous dire, c'était pas une récompense du tout. Voilà ce que c'était. Je crois que Gwendaline a justement une question encore. Que mangez-vous pendant la guerre? Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne mangeait certainement pas comme on mange maintenant. Oh non. Les entrées et les desserts, ça n'existait pas. On était bien contents quand on avait un peu de viande, du poisson, pas beaucoup, mais c'était surtout les pommes de terre. Et les topinambours. Et les topinambours. Comment ça se passait au quotidien alors dans Kévin? Les commerces étaient restés ouverts, ils étaient approvisionnés? Ouais, je vais vous parler un peu de l'approvisionnement parce que moi j'avais 10 ans quand les Allemands sont arrivés au 5 chemin de Guilel, l'attaque. Alors j'ai vécu cette attaque-là parce que c'était la maison de mes parents était la première avant l'attaque, c'est-à-dire en venant de Quimperlé. C'est la première maison en partant des Saint-Chemins sur la droite. Alors mes parents ils tenaient une petite alimentation avec café. Et lorsque les Allemands sont arrivés, ils ont tout de suite vu qu'il y avait une épicerie. Ils ont fait venir comment dirais-je, leur roulante et l'intendance juste devant la porte. Et ils sont approvisionnés de tout ce qu'ils pouvaient avoir dans la maison. Autrement dit, café, sucre, riz, tout ce qu'il y avait, ils ont tout pillé. C'est bien simple. Et quand ils ont vraiment commencé à tirer eux-mêmes, parce qu'ils tiraient dans tous les sens, ils ne savaient pas sur quoi ils tiraient. Alors mes parents ont vu ça, on a été obligés de partir, parce que avec mes frères et sœurs, on était épouvantés. Alors on est parti, on est revenu que le lendemain. Parce que ça a quand même duré l'attaque pendant 4-6 heures. Alors à la tombée de la nuit, on était chez mon oncle à 2 km de là. Et mon père a dit, vaut mieux qu'on attende demain matin pour rentrer. Quand on est rentré, on a été complètement écœurés parce qu'ils avaient tout pillé. Alors, en parlant des tickets, j'ai connu ça évidemment, puisque ma mère récupérait les tickets, en dehors des tickets de pain, pour l'alimentation. Le café, le sucre, parce que le sucre, on n'en avait pas, c'est remplacé par de la saccharine.
Alors le café, il était bien souvent remplacé par de l'orge. Alors on récupérait quand même les tickets et j'allais les envoyer avec mon petit vélo à Elbon, le jeudi. Tous les jeudis, les épiciers du coin rassemblaient leurs tickets et puis moi je me chargeais d'aller les envoyer à Elbon au dépôt. Le ravitailler, c'est juste avant d'arriver au feu à Elbon. C'est-à-dire là où il y a la maison agricole, là, sur la droite, c'était là, l'entrepôt. Moi, j'allais le soir ou le matin très tôt, à 4 heures encore, avec mes musettes, là, toujours en vélo, de manière à pouvoir approvisionner les gens qui en avaient vraiment besoin. Et je peux autant vous dire que moi, je n'avais pas de lard tous les jours. Hein. Parce que moi, j'étais à la cantine à l'école de Guidel, j'ai connu manger du topinambour et des patates. C'est tout ce qu'on avait à midi. Et encore, on ne se peut-être pas. Hein. Il n'y a personne qui disait c'est mauvais ou c'est pas mauvais. Tout le monde a mangé. Gwendaline. Est-ce que vous étiez obligé, est-ce que vous pouviez continuer le travail? Est-ce que dans cette période-là, on pouvait continuer à travailler? De même qu'on parlait des enfants, est-ce qu'ils pouvaient continuer à aller à l'école? Est-ce que les écoles étaient encore ouvertes? Comment ça se passait pour les adultes? Comment on occupait ces journées? Ouais, comme disait mon collègue tout à l'heure pour les écoles, moi j'ai connu ça, c'était un gros problème. Hein, parce que dès que les Allemands voyaient revenus sur Guidel chez les sœurs, parce qu'elles ont fait resserrer les enfants à la fin des filles, et puis nous on a pris une petite pièce à côté de la buanderie. Alors je me rappelle, on était à côté de la buanderie, et puis le frère qui nous faisait de l'école, c'était un beau gars, c'est le cas de dire, et puis la sœur qui faisait la lingerie, était assez jeune aussi, puis il se faisait des petits coucous à travers. Évidemment. Hein. Ça se passait comment les relations donc, entre occupants et occupés? Ça se passait pas trop mal, ils n'étaient pas trop méchants avec nous. À part en 1942, lorsqu'il y a eu la communion solennelle à Guidel. Ceux qui faisaient leur communion, ils étaient bien habillés, tout ça. Et puis on a eu le malheur de mettre des guirlandes à travers les rues, comme on avait l'habitude de faire avant. Alors il y a un officier SS qui est arrivé avec sa meute. Ils ont commencé à arracher tous les guirlandes et puis ils ont appelé M. le maire, et M. le maire qui était M. Montagnier à ce moment-là, et son adjoint M. Lénat. Alors ils ont été pendant un bon moment avec eux pour expliquer. Hein. Il a fallu enlever les guirlandes et puis ne pas faire la grande fête comme on avait prévu. Mais le repas il a quand même eu lieu à la salle Carplat dans sur Guidel. C'était à Auguste. On a quand même bien mangé parce que les parents sont débrouillés encore pour trouver ce qu'il fallait pour faire à manger. Les gens qui étaient en campagne, on se débrouille. Mais celui qui était en ville, qui était ouvrier au Forges d'Enbon, c'est mon cas, où j'aurais été chercher à manger, moi. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu aussi le trafic, il y a eu le marché noir. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et voilà. Et de la farine, nous ne l'avions pas. On n'avait que nos tickets. Le troc aussi. Et des tickets. Et alors aussi, au point de vue maintenant, pour l'histoire, comment les Allemands se sont comportés. Au départ, ça s'est très bien passé. Ils ont cru à l'autonomie de la Bretagne. Partant de là, on a été bien caressé, ça a très bien marché. Mais par la suite, en 1943, quand ils ont reculé, ils ont parlé à Stalingrad, quand ils ont reculé avec l'Afrique Corps, et ben ça a changé énormément. C'est là, justement, que les gens qui avaient 18 ans, ils ont été appelés pour aller travailler en Allemagne. Je suis de ceux-là. Je n'ai pas été, mais j'ai su ceux-là. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu des périodes tout à fait différentes de l'occupation. Hein. Et au point de vue ravitaillement, je vais vous dire qu'on sautait la corde. Hein. On n'avait pas de cholestérol, sans doute. J'ai une anecdote à vous expliquer aussi. C'est que moi aussi, j'habitais à Hennebon. Naturellement, nous avions un grand jardin. Mon père était cheminot. Naturellement, dans le jardin, il n'y avait pas une parcelle qui n'était pas travaillée. Mais tous les ans, nous élevions un cochon. Et naturellement, il y avait le charnier. Et comme ça, nous avions toujours une petite réserve à la maison. Mais j'ai vu très souvent des amis venir nous rejoindre à la maison. Et puis, ils expliquaient à ma mère, voilà, je n'ai plus rien à manger, tu ne voudrais pas me vendre un morceau de lard. Et naturellement, ma mère, elle se laissait aller. Et on a piqué de voir des gens, surtout pour des enfants, qui n'avaient rien à manger. Alors, elle se laissait aller. Mais le plus beau jour, c'est lorsqu'on tuait le cochon.
Alors tous les semaines, avec ma mère, moi j'allais aussi avec des petits seaux ramasser tout ce qu'on pouvait avoir. Alors, quand le cochon était tué, naturellement, chaque personne qui nous avait aidé à nourrir ce cochon avait une saucisse pour les remercier, quoi. Alors c'était la fête au village, quoi. Ouais. Je me venais à côté de la ferme entre mon père et mon grand-père, et on me laissait tranquille. Mais les parents qui étaient on me laissait tranquille, c'est-à-dire, vous voyez, là, j'étais heureuse, j'étais bien que là, puisqu'en bloco, je ne sais pas, ça n'allait pas. Mais les Allemands nous acceptaient très bien dans leur blocos. Là, on était vraiment protégés. Il y avait plusieurs blocos, hein, Joseph, oui, oui. Dans les terrains, oui. Là, on était vraiment en sécurité, mais les Allemands étaient là quand même pour nous guider. Le jour où la bombe a tombé à Kergavalan, nous étions à l'abri. Parce que j'ai vu que ça tellement intensément dans mon enfance à Kergavalan que je tenais à être là aussi 60 ans après pour vivre ça avec vous. Le but, c'est vraiment de vivre tout ça, tous ensemble et de partager ce moment. Oui, tous ensemble. Je vais juste signaler que les enfants qui ont préparé aussi des questions ont justement 10, 11, 12 ans. Et que, voilà, on peut se projeter en les voyant, en imaginant que vous étiez comme eux, vous étiez cette taille-là et cet âge-là. Et mon père était resté avec les anciens, mon grand-père était parti parce qu'à 72 ans, il paraissait encore très alerte, très bien, en très bonne santé. Et arrivé en haut du village, à quelques 100 mètres, il dit aux Allemands qui les accompagnaient, non, moi c'est pas ma place d'être ici, c'est à mon fils d'être avec ses enfants et à moi de rester avec les autres. Il est donc resté, et les Allemands, voyant les Américains venir du côté de Ponscorf, ils ont réquisitionné le cheval. Mais le cheval ne marchant pas, ils sont venus chercher le grand-père pour, je ne sais plus comment, à côté du blocos, près de Beauchamp, près des... en delà de Kergol, hein, enfin pas loin quand même. Et quand mon grand-père a vu le cheval attelé et les munitions dans le tombereau, les Allemands lui ont dit, vous allez conduire le cheval. Ah, il dit, sûrement pas, je ne vais pas conduire le cheval pour tuer mes enfants qui sont de l'autre côté, là-bas du côté de Ponscorf, non, non, non. Et ils ont mitraillé le cheval devant mon grand-père. Et mon grand-père s'en est venu à la maison, il racontait ça à ma grand-mère, mais... Alors je crois qu'il y a eu à ce moment-là des bombardements et un éclat serait tombé sur un pylône, retombé dans la fenêtre chez nous, on a gardé ça depuis longtemps, mais avec du changement de propriétaire, ils ont modifié tout ça, aurait atteint mon grand-père à la gorge et l'obus serait vraiment, je l'ai vu cet obus, serait sorti par l'estomac. Et mon grand-père est mort sur le coup devant ma grand-mère. Et mon frère Armand, alors qu'il avait 14 ans, il était employé à Kerdual. Il est venu à la maison quand il a vu le village tout vide, tous les vaches dans le même champ, il se demandait qu'est-ce qui se passait. Et il est resté seul là pendant des mois et des mois avec les anciens qui mouraient à cause des mines, ou meurent subitement, comme M. Marais. Il est resté là jusqu'à ce que mon père, nous étions à la fin réfugiés dans beaucoup d'endroits pour finir à Guignard. Et mon père a mis 3 mois en se déguisant en gueux pour arriver à Kévin de nouveau, en passant pour un imbécile devant les Allemands qui le questionnaient. Et quand il est arrivé au village, on ne lui a rien dit, il est resté là s'entretenir avec tout. Jean, tu vas nous refaire un point donc, sur le 7 août 44. Oui, donc le 7 août 44, les Alliés approchent, ils sont à Ponscorf en matinée, et vers 10h30, ils vont arriver donc à Kévin. Donc vous savez que ça ne se passera pas aussi bien qu'on ne l'espérait. Après donc un moment de folle espérance, peut-être dont peuvent témoigner certaines personnes. Je vois notamment Madame Raoul, qui je crois donc a vécu l'arrivée des Alliés et des résistants. En effet, ça n'a pas tardé où les Allemands ont commencé à tirer. Et ton bouquet de fleurs? Ah oui. Oui, j'avais un joli bouquet de fleurs, parce que je cheminais, alors finalement je m'étais empressée de le prendre, puis d'aller le offrir. Je vous ai dit, on a fait qu'un aller. Ça a duré combien de temps? Je ne peux pas vous dire, quelques instants, quoi, quelques minutes, hein. Mais en 5 quand même, hein. Parce que tout le monde est venu, il y a d'autres personnes qui étaient là aussi, donc
Très heureux, on a pavoisé, sorti les drapeaux, mais ça n'a pas duré parce qu'il a fallu qu'on rentre. Il y avait les obus qui se sont mis tout de suite, des séances et toute une mise en route, et tout le monde est parti dans son abri. Effectivement, donc il y a une fausse joie que l'on a indiquée, et puis il y a donc un tir de barrage à peu près un quart d'heure, je crois, après l'arrivée des Américains, donc vers 11h du matin, et là donc bon, il va y avoir des combats de rue qui vont durer donc toute la journée. Vers 17h, me semble-t-il, donc le clocher de l'église donc va s'effondrer. Et puis également, c'est à peu près l'heure à laquelle arrivent, alors je ne sais pas, un ou deux trains. Deux trains, d'accord. Oui, ok. D'accord. Alors, propos, Monsieur Cario, je crois. Interrogation, je vous donne la parole. Hein. Alors, les deux trains arrivaient de la direction qui a parlé, parallèlement, un sur chaque voie. Un sur chaque voie. Les Américains qui se trouvaient dans la prairie en dessous de la voie, parce que les chars américains et les automitrailleuses sont restés un petit moment sur la route entre le passage de la voie express et Kévin. Il y avait une colonne de chars et d'automitrailleuses. On m'a même dit qu'ils ont été jusqu'à Calétu et plus loin, puisqu'on parlait de la Grenouillère. La Grenouillère, c'était l'endroit où se trouvait la tranchée anti-char. Et ils sont restés là un petit moment, et au bout d'1 heure, ils sont descendus dans la prairie, et d'autres sont partis dans la carrière. Il y a eu des chars de renversés à l'entrée de la carrière, si bien que ceux qui étaient dedans ne pouvaient plus sortir. Et alors, les chars sont restés là pendant longtemps, au moins 4-5 heures, sans que rien ne bouge. Et de temps en temps, les chars ou les automitrailleuses montaient pour voir un peu plus loin. Et vers 4-5 heures, quand les deux trains sont arrivés sur les deux voies parallèles, les chars américains, les automitrailleuses, ont tiré dessus. Et en même temps, les batteries allemandes ont riposté. Ont riposté, tout le village et tous les Américains qui étaient là ont été bombardés de part en part. Il y a eu des dégâts dans les bâtiments de ferme, dans les bêtes, et même dans les Américains, il y a eu des tués aussi. Mais on ignorait, à ce moment-là, le massacre des otages de Rosepondrin. Il faut donc préciser que dans le train, il y avait des Rosepondinois. Oui, c'est pour ça, c'est le prolongement. Dans le train, il y avait des otages que, à cette époque-là, je ne savais pas. C'est le jour après que j'ai su. Du village, il y a eu des automitrailleuses, des jeeps qui ont explosé juste à l'entrée. Et le mardi, ça c'était le mardi. Le mercredi, je ne me souviens plus de combat. Et alors, moi, je me trouvais à Bigognon, et il y avait eu l'ami Bourrique de Carambras, qui était un homme de l'armure, qui avait déjà fait la guerre 39-45 en partie, puisqu'il avait réussi à s'échapper au séjour en Allemagne. Il me dit, viens, parce que j'étais chez lui, il y a des chars un peu plus loin, en bordure de la voie ferrée, la petite voie, le chemin de fer qui reliait Kévin à Lorient, et puis Pont-Score, si vous voulez. Et on est parti avec un de mes fichous, Édouard, fouiller les chars. Parce qu'on nous avait dit, là-dedans, moi j'étais un gamin, il y a des chewing-gums, il y a des bonbons, il y a des cigarettes. Et on est parti dans les chars. Et on s'est trouvé dans un char quand une patrouille allemande nous a capturés. Et de là, on nous a amenés à Calétu. À Calétu, on a été tabassés. Et comme on n'avait rien à dire que ça, on nous a transférés à la commandature à Lorient. Et à la commandature à Lorient, excusez-moi, j'ai du mal à parler parce que ça me touche de près. Donc à la commandature, on s'est trouvé en présence d'une Kévenoise, une demoiselle d'Hervout,
que 2 ou 3 jours avant, on voulait abattre. Quand je vous dis on voulait abattre, c'était René Dessert qui appartenait à la résistance, qui faisait la navette entre Bégrignon ou Kévin et Calétu pour la tuer en cours de route. Et justement, je ne sais pas si c'est elle qui nous a sauvé la mise à Lorient. Toujours est-il qu'après avoir passé une nuit dans la commandature, on nous a relâchés. Et quand mon père m'a vu revenir le jour après, il me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et mes parents ne savaient rien de ça. Et ici, ils se sont rendus compte qu'on avait disparu, mais où? Alors, pour ma part, je suis resté à Cagnes-en-Valois jusqu'en fin août. Et tous les jours, il y avait une réunion de tout le monde sur la place du village. Alors les Allemands nous comptaient tous les jours. Et un beau jour, ils ont vu qu'il y avait trop de jeunes. Et ils ont pris 5 des plus jeunes, dont je faisais partie, j'avais 15 ans. Il y avait les 2 et 20, Jean Bourric, son frère. Et de là, on nous a fait traverser le bourg. C'est là que j'ai vu que le bourg avait été entièrement brûlé, ce que j'ignorais. Je crois qu'il y avait des gens qui venaient à la navette entre le bourg de Kévin et le village où ils étaient réfugiés. Mais comme j'étais jeune, je n'avais pas trop fait attention. Mais quand j'ai traversé le bourg pour rejoindre Gestel, là j'ai vu que le bourg avait brûlé. Et on nous arrêtait au Lin. Au Lin, la patrouille allemande qui nous escortait a été prendre des ordres au château du Lin. Il y avait l'un d'eux qui parlait français et qui est revenu. Il dit « On a reçu l'ordre de vous libérer. Alors vous allez prendre un mouchoir et le hisser au bout d'un bâton et vous allez traverser en direction de l'église. » À ce moment-là, on n'était pas trop fiers pour la bonne raison qu'on savait qu'il y avait 2 personnes qui avaient été tuées à Kévin. C'est même avant 14-18, parce qu'il y a une chanson bien connue de l'époque, c'était l'histoire d'un jeune Alsacien qui s'engage à la Légion étrangère. Donc entre 1970 et 1914, il était appelé l'Alboche, justement par ses camarades. Donc le mot Boche vient de la racine. De 1870, quoi. Est-ce que quelqu'un de Guidel se rappelle où était faite la classe pour les gosses de l'école publique à Guidel? Il devait y avoir une classe, et où est-ce qu'elle se faisait? C'était juste à côté de l'ancienne mairie. À la mairie, et à côté à l'ancienne mairie de Guidel. Mais pendant la guerre? Oui, même. Oui. Alors personne ne s'en souvient. On n'a jamais entendu parler de l'école publique de Guidel, c'est assez curieux. C'était Jean-Thierry qui était... Oh, pas encore à cette époque-là. Non, Jean-Thierry est venu après. Mais... avec une dame dont son mari était chauffeur avec les Allemands. Et c'est lui qui nous a envoyé un certificat d'études à Ploué. Et il s'appelait Milo. C'était Madame Lorcy qui était... Ouais. Elle s'appelait Mademoiselle Lorcy. Parce que lui était chauffeur avec les Allemands, mais c'est lui qui a envoyé les tuyaux du côté de Ploué là, pour les résistants. C'est lui qui donnait tous les renseignements aux résistants du secteur de Ploué et Vubry. On a oublié de parler des gens qui ont vécu, on en a parlé mais peut-être pas assez profondément, des gens qui ont vécu de la poche. Je n'y étais pas, j'étais que quelques temps, puisque j'ai été chassé par les Allemands, mais ma famille y est restée, à Cagnes-en-Valois. Et j'avais une sœur, et 2 sœurs et un frère. Et dans le village, il y avait 2 ou 3 jeunes filles, qui avaient peut-être 30-40 ans, et ces jeunes filles ont été violées par des Allemands. Et il y a même un occupant du village, qui était originaire de Groix, qui a été tué parce qu'il est intervenu pour empêcher un viol. Et les filles du village ont été amenées par force à travailler à Calétu, dont ma sœur faisait partie. Je n'avais pas vécu ça, mais ça m'a été rapporté. Alors je tiens à préciser que ce n'était pas une vie facile. En plus des privations, il y avait des pressions qui étaient faites sur les gens. De toute façon, il y avait plusieurs fermes là dans le village. Et on parle des agressions des Allemands, mais la guerre avait 2 côtés. J'ai eu ma mère qui a été tuée par un obus américain.
Et une voisine, dans le bout de la boire, qu'elle embrasse. Alors vous voyez qu'il n'y a pas que les Allemands qui ont tué, les Américains ont fait aussi. Peut-être pas de leur faute, pas obligation peut-être, mais vous voyez, si c'était ma mère, c'était mon frère ou ma soeur qui étaient tués. Alors c'est ce que j'ai à dire. Et mon père a mal vécu ça. Mon père, ma soeur, il a reçu des séquelles. Ma soeur est toujours touchée par ça. Et elle avait quel âge, votre soeur? Ma soeur avait 18 ans. Et c'était pas une vie facile pour les femmes qui étaient à l'époque. Il y avait des jeunes filles, il y avait aussi des femmes qui ont été violées. Parce que les Allemands avaient un comportement assez sauvage. Mais c'était les Allemands ou les fameux Russes blancs dont on parlait tout à l'heure? Vous savez allez savoir si c'était un Russe blanc ou un Russe rouge. Hein, vous savez qu'ils n'allaient pas décliner leur nationalité quand ils allaient vers une fille. Vous pensez bien. On appelait beaucoup que c'était des Russes blancs parce qu'on trouvait que leur comportement n'était pas ordinaire, mais est-ce que les Allemands n'étaient pas capables de ça? Vous savez que c'est pas... Moi, je ne peux pas dire si c'était un Russe blanc ou un Russe rouge. Hein. Parce qu'on parle de Russe blanc. Parce que j'entends parler beaucoup de Russes blancs. Est-ce que ceux qui parlent de Russes blancs ont été leur demander s'ils étaient vraiment des Russes blancs? Hein, c'est ce que moi j'ai contacté pas mal d'Allemands. J'ai vécu avec les Allemands à ma portée. On était à Bérugnot, là, on a eu des chaînes de bombes qui se sont tombées dessus. Et il y a eu les Américains qui étaient à côté, puisqu'il y en a hébergé des parachutistes américains en 1943, et il y avait les Allemands juste à côté, à 100 mètres. Vous savez qu'il faut prendre le risque. Hein. Ils se sont jamais doutés? Les Allemands, non. Et les Américains se sont évanouis sans nous dire au revoir. Ouais. La vie n'est pas facile. Et quand on parle de restrictions, moi j'ai mes parents qui étaient amenés souvent à troquer des œufs pour du pain. Parce qu'il n'y avait pas que les gens de l'extérieur, il y avait même des cultivateurs qui n'avaient pas de pain à manger. On parlait des tickets. Les tickets étaient épuisés, mais on n'avait pas la contrepartie. Avec les tickets, on ne pouvait pas tout avoir. Et on n'était pas honoré à la valeur des tickets. Par un obus américain. Et une voisine, dans le bout de la boire, qu'elle embrasse. Alors vous voyez qu'il n'y a pas que les Allemands qui ont tué, les Américains ont fait aussi. Peut-être pas de leur faute. Pas obligation peut-être, mais... Vous voyez, si c'était ma mère, c'était mon frère ou ma soeur qui étaient tués. C'est qu'une bouchère de Cariado m'avait dit, hein, je ne sais pas si je te donnais la viande à laquelle tu as droit, ça ne tiendrait même pas dans le creux de ta main. Il fallait savoir où les cultivateurs étaient susceptibles de vendre une livre de farine ou quelques œufs. Et dans toute la région de l'Orient, c'était introuvable. Moi, je n'ai pas vu de farine chez mes parents. Hein. Je peux vous assurer qu'on avait de la farine par d'autres cultivateurs qui venaient concasser leurs céréales chez nous. Autrement, on n'avait pas de céréales en stock chez nous. Dans les régions de l'Orient, il y avait des gens, des cultivateurs qui étaient assez aisés, qui avaient des fermes assez riches, et ils pouvaient avoir un peu de céréales de réserve. Et nous sommes venus du terrain d'Andioué, où la ferme était très riche, pour venir d'une ferme très pauvre. Et rien ne poussait quand nous sommes venus là, et on ne trouvait pas les éléments nécessaires pour engraisser la terre, pour la faire produire. On n'avait pas de stock, mais j'étais fils de cultivateur, et je n'avais pas de pain à manger tous les jours, loin de là. On mangeait des pommes de terre ou des choux, des carottes. Quelquefois on avait un morceau de lard, et encore pas toujours. On n'avait pas toujours à avoir de la viande non plus. On n'avait pas de farine. Oui, parce que vous aviez, ce que je veux vous dire, vous avez peut-être recours à un meunier. Mais chez nous, mes parents avaient un concasseur déjà depuis longtemps. Ah, oui. Et alors, il y avait des amis, des voisins qui venaient concasser leur céréales chez nous. Et on ne leur demandait pas, mais ils étaient assez généreux pour nous donner un peu. Il n'y avait que comme ça qu'on pouvait avoir un peu de céréales. Autrement, on n'en avait pas. Il ne faut pas l'oublier non plus, ce truc-là, ce marché noir. Hein. Mais les gens de la ville, ils n'avaient rien du tout. Ils avaient des pots de fleurs sur leur fenêtre et pas grand-chose. Moi, je me rappelle pendant la guerre, j'étais apprenti serrurier. Bon, j'allais travailler avec 2 pommes de terre cuites dans ma poche parce qu'il n'y avait pas de pain à manger le matin avant de partir.
il y a eu des réfugiés de l'Orient qui se sont trouvés dans cette région-là et ils ont trouvé à se ravitailler. Et là, les cultivateurs partageaient. Que dans un petit bourg comme ici, on avait de la farine, on n'avait rien, un point c'est parce qu'il y en avait qui avaient des bicyclettes qui allaient à Perpète, mais pas très loin non plus, on ne pouvait pas aller très loin. Et puis alors d'abord, il fallait cuire le pain encore. Ben oui. Alors les boulangers, mais oui, mais quand on arrivait là, moi je sais qu'on a été dans des endroits où on n'a pas été très bien reçus, parce qu'on avait l'air de dire qu'on venait bouffer ce qu'ils avaient, quoi. La famille est réunie pour leur noces de diamants, le champagne qui pétille.